19h, Yarana, bienvenue dans votre journal d'information. À la une de ce jeudi 20 janvier, les employés soumis à l'obligation vaccinale bientôt appelés à la caisse, 175 000 francs d'amende s'ils ne sont pas vaccinés. Ceux que vous allez entendre n'ont toujours pas l'intention de le faire. Témoignage à suivre dans ce journal. Nouvelle vie pour 18 résidents de Vaiopoya à Papara. Ils viennent de bénéficier d'un nouveau logement pour un loyer compris entre 53 et 86 000 francs pacifiques. Certains ont attendu 12 ans pour l'obtenir. Les familles touchées par les dernières intempéries pourront bénéficier d'une aide matérielle ou d'une nouvelle maison OPH en fonction des dégâts grâce à l'état de calamité naturelle déclaré par le pays. Les explications de Sibel Plichard dans un instant. Elle est neuve et surtout mobile. Cette piscine a pour objectif de répondre à un besoin, apprendre aux enfants à nager. Selon un constat, 70% des petits âgés de 7 à 11 ans ne savent pas nager. Et enfin, la perle de Manihi rayonne encore grâce à des perliculteurs persévérants. La famille Hatitio poursuit son activité malgré la crise engendrée par le coronavirus. Le gouvernement s'était pourtant engagé à diviser le montant de l'amende encourue par 2 en cas de non-respect de la loi sur l'obligation vaccinale. Mais à 3 jours de l'application des sanctions, il s'avère que rien n'a été fait. 175 000 francs, c'est bel et bien ce que paieront les employés non vaccinés. Et cela à partir de lundi. Caroline Fari, Patita Savea. Les visites de la race liées à l'obligation vaccinale ont commencé, mais pour ce salarié non vacciné, contrôle ou pas, rien n'y fera. Je sais qu'il y a des restrictions qu'ils ont annoncées, il y a des amendes. Maintenant, je vais voir avec mon responsable de la société. Voilà. Tu ne te feras pas vacciner même si tu as une amende? Oui. Chez Air Tahiti, contrôlé le 13 janvier, des mises en demeure sont déjà en cours. Une employée risque une amende de 175 000 francs. Je n'ai pas envie de me faire vacciner parce que j'ai des raisons personnelles. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en me contrôlant? Donc, j'ai eu bien évidemment un procès-verbal de constat sur place. Et donc, comment ça fonctionne? Ils m'ont dit qu'à partir de cette date-là, j'avais un mois, donc c'est-à-dire jusqu'au 13 février, pour leur donner la preuve comme quoi j'ai commencé à me faire vacciner. Et donc vous allez le faire? Non. J'ai attrapé le Delta, je suis sorti indemne. Comme ceux du gouvernement disent, ils ont les anticorps. J'ai les anticorps aussi, je ne vois pas pourquoi je devrais être vacciné. Je suis en discussion justement avec certains avocats par rapport à cette situation. Qui est désobligeante pour la plupart des personnes qui n'ont pas besoin de vacciner. Emmanuel, lui, est vacciné, mais le principe de l'obligation ne passe pas. Je l'ai fait parce que je pense que c'est peut-être un peu par obligation ou qu'on nous dit que ça nous protège et tout, personnellement. Mais après, je ne suis pas d'accord qu'on impose à ceux qui ne veulent pas, quoi. Surtout quand on nous dit que tu peux transporter le virus en étant vacciné. Un casse-tête pour les patrons, alors que le pic de la crise est passé, difficile de convaincre les salariés du bien fondé de la vaccination. Ça devient de plus en plus compliqué d'expliquer aux gens qu'ils sont obligés de se vacciner. Ça fait partie effectivement des difficultés. C'est maintenant aux responsables et aux politiques de trouver une solution qui doit considérer s'il faut en sortir plus rapidement que prévu ou pas. De mémoire, la loi prévoyait éventuellement de suspendre la disposition si la situation sanitaire s'améliorait. Les chefs d'entreprise devront établir la liste des employés en contact avec le public et donc assujettis à la loi. L'amende de 175 000 francs est bien maintenue, même si l'exécutif avait annoncé une baisse à 80 000 francs. Elle vivait dans la promiscuité depuis des années. Mardi, des familles nécessiteuses ont bénéficié d'un nouveau logement, des villas jumelées flambant neuves construites dans une résidence sociale. C'est un rêve qui se concrétise, mais surtout une nouvelle vie qui démarre pour elle. Rowan Potoru, Hubert Liao. Après 6 ans d'attente, c'est désormais une réalité pour Noël et Farari. Un logement flambant neuf, un nouveau départ dans leur vie avec leurs 3 enfants. Et pour la plus jeune, il n'a pas fallu longtemps pour prendre ses marques.
On a quand même 2 chambres, un salon, une cuisine, une grande terrasse et une très grande cour pour nous 2 et puis nos 3 enfants. On s'est dit on va prendre notre temps pour déménager, pour bien installer. Comme ça, une fois qu'on arrive ici, on ne fait plus rien. Très rassurés parce qu'ils ont leur vie. Maintenant, c'est une famille. Toi, elle est détachée de la maison, mais là, maintenant, ils vivent ensemble. Pour Sophie aussi, ce nouvel habitat marque une étape cruciale dans sa vie. Après 12 ans d'espérance, elle peut désormais envisager des projets avec son mari et sa petite fille de 11 ans. Lors de l'inauguration de notre logement, on n'avait pas les mots. On était heureux. Le parrain et la marraine de ma fille ne voulaient pas que l'on quitte leur maison. Mais moi, j'étais bien décidée à le faire pour l'avenir de ma fille. Et on est prêt à payer le loyer de 53 000 francs par mois, coûte que coûte. Et en termes de loyer, la fourchette aussi en fonction du type d'habitation. 53 600 francs pour un F3 à 85 300 pour un F5. Des charges qui peuvent néanmoins être compensées par une aide spécifique en fonction des revenus des familles. Ils sont redevables d'un loyer, effectivement. Et donc, mais à côté de ça, ils ont ce qu'on appelle l'AFL, donc une aide familiale au logement, qui est calculée. Donc, c'est une aide de la CPS, effectivement, qui est calculée selon les revenus de chaque famille. Et au bout du compte, ils peuvent être propriétaires de leur logement? Alors ici, on est sur ce qu'on appelle une résidence en location simple, c'est-à-dire qu'ils ne deviendront pas propriétaires de leur logement. Et en plus des 18 villas jumelées, la résidence Veille au Poya bénéficie également en son sein d'une salle de réunion, d'une aire de jeu pour enfants et adultes, soit un coût total de 614 millions, financé par l'État, le pays et l'OPH. C'était le niveau d'alerte maximale alors que des pluies diluviennes s'étaient abattues sur l'archipel de la Société les 13 et 14 janvier dernier. Météo France avait placé les îles du Vent et les îles sous le vent en alerte rouge. Des habitants s'étaient réveillés les pieds dans l'eau et des maisons étaient totalement inondées. Au regard des dégâts engendrés, le Conseil des ministres a décidé de déclarer l'état de calamité naturelle pour ces 2 jours. Qu'est-ce que cela signifie exactement? C'est vous qui allez nous le dire, Cybèle. Mais d'abord, est-ce que cela est comparable à l'état de catastrophe naturelle en métropole? Bonsoir Ayata. Oui, vous l'avez dit, en Polynésie française, on parle de calamité naturelle. En France, on parle de catastrophe naturelle. C'est très différent car en France, ce sont les primes d'assurance qui alimentent un fonds d'indemnisation qui sera ensuite réparti par l'État aux personnes sinistrées. En Polynésie française, jusqu'en 2016, c'est le CAVC qui existait, un compte spécial qui permettait d'indemniser les victimes de calamités. Et cette année, c'est une ligne que l'on trouve dans le budget général de la Polynésie française. Donc le CAVC a complètement disparu et cette ligne permet de financer les dépenses imprévues. Ici, de toute façon, les habitants assurent rarement leur maison. Oui, mais pourtant, c'est possible. Il faut assurer, si possible, son habitation contre les tempêtes, les ouragans, les cyclones, les événements ou catastrophes naturelles. Bien sûr, pour les maisons dont on parle à propos de ces intempéries, elles sont souvent situées en bord de rivière, classées en zone rouge après leur construction, où ce sont des constructions vétustes. Donc du coup, pas d'assurance, c'est la solidarité du pays qui joue. Alors on l'a vu sur le terrain, les agents de l'OPH, de l'Office polynésien de l'habitat, ont visité une centaine de familles aux îles du Vent et aux îles sous le vent. Ils ont recensé une cinquantaine de foyers qui vont certainement bénéficier d'aides matérielles. Il s'agit surtout de Tayarapu Est. Aux îles sous le vent, 6 familles ont été repérées, avec notamment une famille qui va pouvoir peut-être reconstruire entièrement sa maison. Il s'agit vraiment d'aides dédiées aux habitations principales, pas de garage, pas d'habitation secondaire. Il s'agira d'aides avec un plafond de 2 millions de francs pour les rénovations et 11 millions en moyenne pour une maison. Au final, environ 100 millions de francs seront débloqués probablement pour venir en aide à ces familles. Et si l'OPH est passé à côté d'une maison sinistrée, peut-on déclarer nous-mêmes le sinistre ?
Eh bien, en général, l'alerte rouge est déclenchée. On a une cellule de crise qui est instaurée à la mairie. Du coup, les communes identifient les zones qui sont touchées. Mais effectivement, si vous êtes passé au travers, si vous n'avez pas été recensé, vous devez aller à la mairie et remplir une attestation de sinistre qui permettra de lancer votre indemnisation. Et d'autres fonds seront dégagés? Oui, effectivement, en ce moment, les devis pleuvent pour l'équipement qui nous assure que les travaux seront rapidement effectués puisque les démarches sont beaucoup plus faciles qu'avant. C'est un simple arrêté du Conseil des ministres va suffire. L'enrochement des rivières, les éboulements, le pont de Pouéou seront financés rapidement. Et puis... Par contre, pour l'agriculture, pas de dégâts significatifs, on l'a vu hier, sauf peut-être pour quelques agriculteurs qui devront se rapprocher du ministère de l'Agriculture. Pour l'instant, personne ne s'est officiellement déclaré. En tout cas, ce sont des dégâts qui n'atteindront jamais ceux qu'on a pu connaître en 2017, qui se chiffraient en millions. Merci beaucoup, Cybèle Plichard, pour toutes ces explications. Et chaque année, le gouvernement consacre effectivement une enveloppe dédiée aux dépenses imprévues. Vous l'avez souligné, pour 2022, un budget de 400 millions de francs pacifiques y est destiné. Dans le Pacifique, l'aide humanitaire s'organise pour nos voisins des Tonga. 2 avions militaires australiens et néo-zélandais ont décollé ce jeudi pour acheminer vivres, eau potable et matériel de secours à l'archipel, frappé le 15 janvier par une violente éruption volcanique doublée d'un tsunami. Reportage. Cet avion en provenance de Nouvelle-Zélande était très attendu par les habitants des îles Tonga. Il transporte de l'eau potable, des abris temporaires, des produits d'hygiène ou bien du matériel de communication. C'est le premier avion qui peut enfin atterrir sur la piste principale de l'aéroport de la petite nation du Pacifique. Jusqu'à présent, une épaisse couche de cendres la rendait inutilisable. L'Australie a également envoyé un avion militaire. Nous travaillons sur l'approvisionnement en eau potable, qui est la demande prioritaire du gouvernement des îles Tonga. Des reconnaissances sont en cours. Nous pouvons vraiment commencer à adapter l'aide aux besoins sur le terrain. Selon l'ONU, plus de 80% de la population des îles Tonga ont été affectés par l'éruption du volcan et le tsunami qui a suivi. L'archipel a été enseveli par les cendres. Jamais une telle catastrophe n'avait frappé les îles Tonga auparavant. Un mot de justice. 8 prévenus ont été jugés cet après-midi pour escroquerie en bande organisée et association de malfaiteurs. Souvenez-vous, en novembre dernier, lors d'une opération d'envergure, une 60aine de gendarmes avaient interpellé des suspects. La justice leur reprochait d'avoir escroqué des commerçants. Les prévenus encourent 10 ans de prison, 120 millions de francs d'amende et la confiscation des véhicules qui ont permis le transport des marchandises volées. Le procès se poursuit encore au palais de justice. 250 commerces de Tahiti et des îles tentent depuis hier et pour 2 semaines d'épuiser leur stock en proposant aux consommateurs des prix attrayants. Vous l'aurez compris, la période des soldes a démarré. Comme chaque année, elle est organisée par la CCISM en partenariat avec Papeete Centre-Ville et Uturoa. Entre 10 et 70% de remise sur des articles. La directrice générale adjointe de la CCISM espère que cela permettra aux consommateurs de se faire plaisir. Vanessa Tiaipoi l'a dit à Mirko Vanfo. Il faut savoir qu'avec la crise, les consommateurs ont résumé leurs achats très souvent à des biens d'utilité première. Le côté achat-plaisir a énormément disparu et c'est vrai que là, cette période de solde va permettre aussi aux consommateurs de se faire plaisir, de reconquérir cet achat-plaisir et surtout de faire des achats avant la hausse qui est annoncée très prochainement. La prochaine saison des soldes est programmée du 21 septembre au 9 octobre. Une piscine itinérante pour apprendre aux enfants à nager. Les élèves de l'école Hitimahana ont eu le privilège de l'inaugurer. Une idée un peu saugrenue, diriez-vous, quand on est dans un pays où nous sommes entourés d'eau. Mais vous allez comprendre dans ce reportage de Arihuetif Afana et Mirko Vanfo pourquoi cette piscine mobile a toute sa place. Regardez. Je vais devenir champion quand je vais faire. Et pour cela, l'apprentissage est la première étape. Hetiari en a conscience. À 5 ans, elle a déjà retenu de précieux conseils.
Ils sont dit de rester calme sur les frites. Il faut faire des grands mouvements et les pieds dans l'eau. Ouais, excellent. Excellent ça. Chaque séance est encadrée par 2 maîtres nageurs. Même avec peu de profondeur, la sécurité prime avant tout. Dans une piscine mobile comme ça, c'est vraiment qu'il n'a pas la profondeur. Donc du coup, les enfants ils sont tout de suite en situation d'apprentissage. Donc là, il faut qu'ils se mettent dans les bains déjà dès le départ. Le projet Vaimané, c'est l'eau qui vient à l'école et c'est l'eau qui vient vers les enfants. Vous avez tout un affichage qui présente en fait la réglementation intérieure et comment se déroule la sécurité ici. En deuxième point, en fait, ce qui m'intéresse le plus, c'est ce gain en fait d'aisance aquatique par la mise à disposition en fait de la piscine de maîtres nageurs pour nos enfants de la commune. Et c'est donc la commune de Mahina qui bénéficie de ce projet pour la première fois en Polynésie, une innovation très bien accueillie par l'école maternelle Hiti Mahana. Le premier objectif sera de leur faire vaincre leur peur justement de la natation, enfin de l'eau. Et puis après, le deuxième objectif, ça va être vraiment un objectif sécuritaire pour que s'ils se trouvent dans des situations où voilà, ils sont un peu en difficulté, dans l'eau de mer ou en piscine, les enfants ils puissent réagir correctement. Mahina est fière d'accueillir ce type de projet. On a investi en temps et en heure. On a investi notamment sur toute la partie sécurité. On est entouré d'eau ici en Polynésie et la meilleure façon d'aider un peu nos enfants polynésiens, c'est de les apprendre à nager. La piscine mobile devrait faire le tour des écoles de Tahiti avec un seul objectif, apprendre aux enfants à nager en toute sécurité. Car selon une étude, en Polynésie, 70% des écoliers âgés entre 7 et 12 ans ne sauraient pas nager. On reste dans l'eau, mais salée. Cette fois, direction Manihi pour rencontrer une famille de perliculteurs. John Teumata et Tetauru Hatitio font partie des derniers perliculteurs de l'île à avoir survécu à la crise. C'est notre Aai Whenua de ce soir, raconté par Kalin Yenar, Vito Tapo et Sandroli. Manihi, l'île que l'on pourrait surnommer le berceau de la perle, c'est d'ici que proviennent depuis 1965 les joyaux les plus enviés par les touristes et les investisseurs locaux comme internationaux. 56 ans plus tard, le scénario est différent. Il ne reste que 6 fermes perlières sur l'atoll et la crise du Covid les impacte fortement, surtout sur le prix de revente. Tout dépend si c'est bien joli, c'est plus. 5 000, 10 000, la perle. C'est beaucoup. C'est joli. C'est beaucoup, 5 000 francs la perle. C'est beaucoup. Mais là, en ce moment, c'est plus 5 000. Combien ça c'est 1 000 la pièce. Dans l'entreprise familiale, c'est le fils qui assure les greffes. Environ 500 nacres par jour passent entre ses mains expertes. Et la technique, ça fait 12 ans qu'il la maîtrise. Il faut éviter de trop le maltraiter. Déjà ici à Manihi, il n'y a pas de nacre. C'est difficile d'avoir des nacres ici à Manihi. On est obligé d'aller dans d'autres atolls à acheter. Manihi est quand même réputé. C'est l'atoll numéro 1 de la perle. Et quand on regarde la situation aujourd'hui, c'est quand même triste, non? Comment envisages-tu l'avenir de la perle à Manihi? J'espère tous que ça va durer. Croire en un avenir meilleur, c'est la motivation de cette famille malgré les difficultés. Pour John, le père, les débuts n'ont pas été faciles. Il fallait trouver la bonne profondeur pour les naissins de nacre, car ces collecteurs peuvent être placés à 20 mètres maximum. Nous déposons nos naissins de nacre à une profondeur de 6 mètres. Il est possible d'aller plus bas. Mais si on change de profondeur à chaque fois, ça altère la qualité de nos perles. Si tu décides de mettre tes naissins à 8 mètres, tu les laisses toujours à 8 mètres. Il faut juste ne pas changer la position des collecteurs à chaque fois. Sinon, tu perds en qualité. Seules les perles de catégorie A et B sont achetées par le GIE Poe Rikitea. Les autres, Teumata leur donne une seconde vie. Colliers, boucles d'oreilles et bracelets, elle ravit les clients de ses créations. C'est des perles qu'on a ramenées du GIE, Poe Rikitea. C'est des C, qualité C, D, que moi je fais. Et tu transformes? Voilà.
La seule préoccupation des perliculteurs de cet atoll, c'est que Manhi retrouve son rayonnement économique d'antan à la hauteur de l'éclat des perles qu'elle exporte. Avant de refermer ce journal, un coup d'œil sur cette image. Elle fait le tour du monde. Ce récif de coraux géants en forme de rose se trouve à la presqu'île à plus de 30 mètres de profondeur. Signalé par les plongeurs locaux, il fait aujourd'hui l'objet d'une mission d'exploration menée par l'UNESCO et le CRIOB. L'information principale de ce journal, l'amende encourue par les employés non vaccinés n'a pas été diminuée comme annoncé par le gouvernement il y a quelques mois. Elle est toujours de 175 000 francs pacifiques. C'est donc ce que paieront ceux qui ne respecteront pas la loi sur l'obligation vaccinale. Malgré tout, beaucoup campent sur leur position, comme ces témoignages que vous avez pu entendre dans ce journal. L'invité café de votre matinale radio demain, 3e et dernier candidat au municipal de Aroué, Tepuanui Snow, ce sera à partir de 7h10. À la une de vos quotidiens ce vendredi, la Dépêche s'intéresse aussi à ce récif de corail qui se trouve sur la presqu'île. Et Tahiti Info également fait sa manchette sur le buzz des roses. À suivre sur La Première, 2 épisodes de la série Elementary, puis un film français, Chacun pour tous, avec Ahmed Silla. Marouki Durich prendra les commandes de vos journaux du week-end. On se quitte sur ces très belles images de récif, exceptionnelles par sa taille et son excellent état de conservation. Je vous souhaite un très bon week-end. Prenez soin de vous et à lundi. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la Première, internet et réseaux sociaux.